Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un update lecture puisque j'ai fait pas mal de lectures durant ces dernières semaines et je voulais vous les présenter. Je vais donc vous présenter les lectures, pas par ordre chronologique, puisqu'au début c'est ce que je pensais faire. Finalement, je me suis dit que j'allais plutôt vous présenter ces lectures par style de livre pour que vous puissiez être libre de passer les séquences qui vous intéressent moins. Donc je vais vous présenter deux romans policiers, un roman de littérature blanche, un roman plutôt feel good et un roman classique. Avant de me lancer dans cette petite vidéo, je voulais avant toute chose m'excuser puisque je parle un petit peu du nez, vous l'entendrez très probablement, c'est pas dû à un rhume ni quoi que ce soit, j'ai dû subir une opération dernièrement qui était une opération des sinus et ce qui fait que je parle beaucoup du nez, donc c'est normal, c'est en voie de cicatrisation, mais je sais que c'est pas forcément très agréable, donc je verrai. En fonction du rendu de la vidéo, si c'est vraiment trop désagréable, je referai la vidéo plus tard quand tout sera bien cicatrisé pour vous éviter cette voix nasillarde. Ceci étant dit, je vous propose de commencer dès maintenant et je vous propose de démarrer par les deux romans policiers. Le premier roman policier dont je voulais vous parler est un tome de saga. Il s'agit du 7e tome de la saga de Camilla Läckberg, Le Gardien de phare. Donc c'est le 7e tome, moi j'ai lu les 6 premiers tomes, il m'en reste encore du coup 3 à lire puisque c'est une saga qui comprend 10 tomes au total. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est un 7e tome. Donc, si vous voulez commencer la saga, je veux pas du tout vous spoiler. Donc, c'est pour cette raison que je ne vais pas trop m'étendre sur ce tome-là. Malgré tout, sachez que pour le moment, je pense que c'est un de mes tomes préférés, avec le premier tome, La Princesse des Glaces, que j'avais beaucoup aimé, et le 5e, L'Enfant Allemand, qui avait été pas un coup de cœur, mais on n'était pas loin quand même. C'était un très très bon roman policier et franchement celui-ci il est extrêmement bien fait. L'enquête est extrêmement bien ficelée, donc si vous aimez les polars nordiques, celui-ci franchement je vous le recommande. Pour vous en dévoiler un petit peu quand même et pour vous donner un peu envie de le lire, en termes d'histoire, cette fois-ci on suit l'enquête pour le meurtre d'un jeune Suédois. Un jeune Suédois qui semble être sans histoire, il a l'air tout à fait propre sur lui, cet homme, sauf qu'on le retrouve assassiné d'une balle dans la tête, donc on se doute qu'il y a quand même anguille sous roche. Et Patrick va prendre cette enquête très à cœur, puisque sa femme Erika connaissait cet homme, puisqu'elle était en classe avec lui. Donc, du coup, tout gravite un petit peu autour de cet homme-là. En parallèle de ça, on suit bien évidemment la vie de Patrick et Erika. Erika a très envie de donner un coup de main à Patrick sur cette affaire, mais elle est très occupée avec ses enfants et elle doit elle-même surmonter un drame survenu un peu plus tôt qui est un peu difficile. Donc voilà un peu le décor dans lequel on plonge le lecteur dès les premières pages. Je vous en dirai pas plus parce que je ne veux, comme je vous disais, pas du tout vous spoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une enquête pour un meurtre. Le jeune homme est a priori sans soupçon et tout propre sur lui, et il n'y a rien qui laisserait transparaître quoi que ce soit, qui laisserait penser qu'il a été assassiné, si ce n'est qu'il a reçu une balle dans la tête. Donc ça c'est l'enquête. Honnêtement, je l'ai trouvé très bien ficelé. Alors, l'enquête patine un petit peu au milieu, parce que alors, vous voyez, c'est quand même, ça c'est je pense, une des particularités de Camilla Läckberg. On est sur des polars nordiques qui sont des briques, puisqu'on est sur 600 pages. Donc, au milieu, clairement, l'enquête, elle patine. Donc, moi, ça m'a un peu, je me suis dit, oulala, j'espère que ça va pas trop patiner quand même, parce que si ça s'essouffle, c'est compliqué après de reprendre un rythme et de rester vraiment accroché à l'enquête. Finalement, c'est très bien fait puisqu'il y a pas mal d'histoires en parallèle de l'enquête. Et ça aussi, c'est, on va dire, un des points forts de Camilla Läckberg, c'est elle nous promène un peu, nous, lecteurs, dans toutes les histoires qui peuvent se passer dans la petite ville d'où viennent Erika et Patrick. Et du coup, il y a plein d'histoires en parallèle de l'enquête, et c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas un seul instant dans ce roman, malgré l'épaisseur de cette brique, et malgré le fait que l'enquête patine un petit peu à un moment.
Sans vouloir trop vous en dévoiler, ce que je peux vous dire quand même, c'est que la thématique principale de ce livre reste la violence faite aux femmes et que c'est une thématique extrêmement bien abordée puisque l'angle choisi par l'autrice est très bien tourné, très bien enfin, assez original finalement. Et, euh, et vraiment ça donne une enquête très bien ficelée et vraiment appréciable. Donc, vous l'aurez compris, c'est un roman nordique que je vous recommande. Bien entendu, comme toutes les sagas, je vous recommande plutôt de démarrer la saga au début, donc de lire d'abord le premier tome, La Princesse des Glaces. Après, l'enquête, elle reste... voilà, elle reste que dans dans ce tome-là. Donc si vous avez vraiment envie de le lire sans avoir lu les autres tomes, lancez-vous, ça peut valoir le coup, honnêtement, c'est une très bonne enquête. Deuxième roman policier que j'ai pu lire dernièrement, il s'agit d'un roman dont je n'attendais pas grand-chose finalement et qui m'a surprise dans le bon sens du terme, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Douve de Victor Gilbert. Alors, j'ai découvert Douve par hasard. Je l'ai découvert grâce à la chaîne YouTube de Magdalena, donc Triple L de Mag, qui en parle beaucoup de ce livre et je me demandais pourquoi finalement. Et j'ai eu l'occasion, grâce à Babelio, de recevoir le second tome de cette trilogie. Donc le second, donc ça c'est Douve, c'est le premier tome, et le second c'est Terra Nullius. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, avant de lire Terra Nullius, commençons par le début et lisons Douve. Donc, étant donné que j'en avais entendu parler en positif par Magdalena, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc je me suis plongée dans cette histoire où on fait la connaissance de Hugo Boloren, un inspecteur de police qui décide de prendre des vacances et qui décide de partir à Douve, petite ville perdue au milieu de nulle part. Pourquoi Douve ? Parce que quand il était enfant, il n'a pas arrêté d'entendre son père dire qu'il avait Douve dans les veines, et donc il aimerait faire la lumière sur cette histoire et surtout comprendre ce que ça veut dire d'avoir Douve dans les veines. En plus de ça, il se retrouve avec un journal, en fait il tombe par hasard sur un journal où on relaye l'assassinat d'une personne à Douve, et donc il se dit que tant qu'à faire, autant qu'il aille mener l'enquête. Et comme je suis heureuse d'avoir découvert Douve, sérieusement, j'ai adoré ce roman. Ce premier tome est assez dingue. L'ambiance, elle est vraiment appréciable parce qu'elle est hyper particulière. En fait, elle est particulière, elle est pluvieuse, elle est froide, elle est presque lugubre. Et vraiment, on débarque à Douve avec l'inspecteur Bollorel et on a vraiment, ça nous fait froid dans le dos, quoi. C'est extrêmement bien décrit, l'ambiance, et c'est hyper immersif. On a vraiment l'impression d'être à Douve. On arrive dans cette bourgade coincée au milieu de nulle part, qui est entourée d'une forêt de sapins. Et en fait, on n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de s'enfuir avec Hugo Bolloré et lui dire oh là là là, mon dieu, on s'en va, dépêche-toi, prends tes affaires, on s'en va quoi. Donc, voilà, c'est hyper particulier comme ambiance. On a presque l'impression d'être dans un huis clos parce que l'intégralité de l'histoire, ou presque, se passe dans cette ville coincée au milieu de nulle part. Et c'est ça qui est vraiment appréciable. Le personnage d'Hugo Bolloré est un personnage très singulier, qui est vraiment attachant. Il a ses petites mimiques, il mange des carrés de chocolat pour éviter de craquer et de fumer des cigarettes. Il a une petite bille à l'intérieur du corps qui le prévient quand il approche de la vérité, donc ça c'est assez drôle aussi. Enfin, c'est vraiment un personnage singulier, c'est un personnage qu'on a très envie de suivre et je serais ravie de continuer à le suivre dans les prochaines enquêtes, véritablement. L'intrigue, quant à elle, elle est juste complètement folle. Enfin, moi, j'ai halluciné avec cette enquête. J'ai eu quelques soupçons, mais jamais j'aurais deviné le dénouement de ce roman. C'est juste fou. Et, euh, et c'est extrêmement bien ficelé, extrêmement bien fait. Et pour tout vous dire, bah là, je n'ai qu'une chose, hein, c'est de dévorer Terra Nullius, ce qui ne devrait pas tarder. Le troisième roman dont je voulais vous parler aujourd'hui est un roman de littérature classique et plus précisément un roman de littérature française puisque j'ai eu l'occasion de lire Émile Zola. Premier roman d'Émile Zola que je lis et j'ai décidé de prendre la saga des Rougon-Macquart dans l'ordre tant qu'à faire, donc j'ai commencé avec La Fortune des Rougon. Donc là sur cette édition là vous avez deux livres, vous avez La Fortune des Rougon et La Curée, mais je n'ai pas encore lu La Curée. J'ai pris le parti de découvrir Zola à l'audio.
en grande partie, sur une bonne moitié du livre, on va dire. Et ensuite, j'ai terminé à l'écrit, en version papier. Je voulais le lire en audio, enfin je voulais l'écouter en audio, pardon, puisque je savais que Émile Zola c'était quand même un style particulier, euh, avec un style assez exigeant finalement. Et j'avais vraiment peur de me lancer en version papier dans ce roman-là, et finalement, étant donné que c'est un roman où il y a beaucoup de descriptions, j'ai trouvé que à l'audio c'était assez lent. Et j'ai préféré presque le découvrir en version papier. Donc je pense que pour les autres, notamment pour la curée, je lirai plutôt le livre en version papier. Après, bien évidemment, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Mais pour le coup, les romans sont pas très très gros. Et étant donné que c'est des romans plutôt contemplatifs, c'est pas mal quand même de le lire en version papier. Donc, ceci étant dit, de quoi ça parle? La fortune des Rougon, c'est un roman qui plante le décor pour les 19 ou 20 autres romans de la saga Rougon-Macquart. Donc, on fait la connaissance d'Adélaïde, qui est la matriarche d'une famille recomposée. Et on fait également la connaissance de ses 3 enfants, Pierre Rougon, Ursule Mouret et Antoine Macquart, et surtout de leur progéniture. Enfin, surtout. Non, parce qu'en fait, c'est assez parlant quand même. Vous avez une grosse partie du roman qui est faite notamment sur Pierre Rougon et un petit peu sur Antoine Macquart quand même. Donc voilà. Vous avez donc un portrait qui est dressé de cette famille qui est juste exceptionnel, hein, puisqu'on est sur des personnes qui sont relativement détestables, qui sont sans aucun scrupule, et tous autant qu'ils sont. Il n'y en a pas un pour rattraper les autres, on va dire. Mais c'est ça qui est très beau dans ce roman, finalement. Et donc l'histoire se tourne principalement sur Silver, qui est le fils d'Ursule Mouret, et sur Miette, qui est sa jeune fiancée. Donc ça c'est l'histoire qu'on suit un peu en toile de fond. Et avec tout ça, vous avez un décor historique qui est très très important, puisque cette histoire se passe en 1851 pendant le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc vous avez un peu la guerre entre les républicains et puis les monarchistes. Voilà. Enfin, et puis la monarchie, on va dire. Et voilà. Et donc ça, c'est ce que vous avez en toile de fond, là encore. Donc vous l'aurez compris, on est quand même sur un roman qui est extrêmement politique. Moi ça me faisait un peu peur au début, surtout que je ne connais absolument pas cette partie de l'histoire. La partie, les années 1800, de 1800 à 1900, là c'est une partie de l'histoire de France que je ne connais pas, qui m'intéressait pas plus que ça. Donc pour le coup je découvre. Et finalement je trouve que ça passe très très bien. Émile Zola est vraiment parfait. Alors, c'est très descriptif. Encore une fois, on est sur un roman contemplatif. Émile Zola, il a une plume très particulière. Il a une plume qui va dans le détail, qui décrit beaucoup tout l'environnement en fait autour des personnages. Donc Émile Zola, il va aussi bien décrire le paysage que les personnages, aussi bien physiquement que moralement. Donc effectivement, on est sur quelque chose où il y a de l'action, parce qu'il y a de l'action quand même, notamment d'un point de vue politique, mais ça reste contemplatif. Ce qui fait que ça rend quand même la lecture exigeante, il faut le savoir. Je pense que tout le monde ne peut pas lire du Zola, ou tout le monde n'appréciera pas forcément Zola. Ce que j'entends entièrement, parce que c'est quand même assez dur à lire, c'est pas une littérature qui est accessible à tout le monde à mon sens. Encore une fois, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, mais c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre. On est sur une plume qui est très cynique, on est vraiment sur une satire de la vie politique à cette période-là, et c'est extrêmement bien fait, et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, et je découvrirai avec grand plaisir la suite de cette saga Rougon-Macquart. Si vous avez envie de découvrir la littérature classique française, je pense que cette saga Rougon-Macquart, honnêtement, elle est vraiment très très bien, et elle envoie du pâté comme on dit. Donc honnêtement, ça peut être intéressant. Il faut quand même avoir en tête qu'on est sur une écriture très exigeante, une écriture descriptive, contemplative, et ça peut ne pas vous plaire. Si vous aimez plutôt les romans avec un peu d'action,
Peut-être que en termes de littérature classique française, il faudra partir sur autre chose et mettre de côté Zola. À vous de voir. Si vous avez envie de tenter l'expérience et que vous êtes un peu dubitatif, essayez l'audio, pourquoi pas. Et puis ça vous permettra de voir si vous vous sentez à l'aise avec l'ambiance, avec les décors. Moi honnêtement c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. J'ai même préféré finir en papier. Donc vous voyez, comme quoi des fois, ça peut toujours être ça. En tout cas, première rencontre avec Émile Zola réussie. Ensuite, quatrième roman que je voulais vous présenter, que j'ai très aimé également. De toute façon, dans les 5 livres que je vous présente aujourd'hui, ce ne sont que des livres, des lectures que j'ai appréciées. Donc voilà, pas de surprise. J'ai donc lu un roman de littérature blanche dans le cadre du Grand Prix des lectrices L, et c'est ce roman que j'ai particulièrement apprécié. Il s'agit de Pleine et douce de Camille Froidevaux-Métairie, pardon. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices L, c'est la sélection du mois de février. Je voulais au début vous faire un épisode spécial avec les 3 lectures de février, chose que finalement je ne ferai pas puisque sur les 3 lectures, c'est seulement celui-ci qui a eu tout mon intérêt, on va dire. Les 2 autres, je n'ai pas particulièrement aimé, donc je ne vois pas l'intérêt de vous en parler. Je vous parle donc que de celui-ci. Pleine et douce, c'est un roman choral qui parle de la féminité, enfin qui parle de plusieurs sujets, mais tout tourne autour de la féminité et de la famille en grande partie. Dans ce roman, on suit l'histoire de Stéphanie. Stéphanie est une femme chef de cuisine qui veut absolument être mère et qui décide de partir en Espagne pour entrer dans un parcours de procréation médicalement assistée, plus communément appelé PMA. Et du coup, quelques mois plus tard, elle donne naissance à une petite Ève, un petit bébé très très mignon, et elle décide avec Greg, son meilleur ami à qui elle a demandé d'être officiellement le père de Ève, d'organiser une sorte de fête pour célébrer la venue au monde de cette petite fille, et donc elle organise une soirée, enfin une fête blanche, voilà, donc avec un thème blanc, donc tout le monde en blanc, avec un buffet blanc, enfin voilà, je vous laisse imaginer le truc. Et donc, cette fête blanche, ça va être l'occasion pour toutes les personnes qui gravitent autour de Stéphanie, Greg et Ève de prendre la parole tour à tour. Donc au total, il y a 12 personnes qui prennent la parole sur des sujets divers et variés. Donc c'est extrêmement bien fait puisque le premier chapitre, je ne vous spoil pas, encore une fois c'est le premier chapitre donc pas de panique, je ne vous spoil pas. Le premier chapitre c'est Ève, le petit bébé de quelques mois qui prend la parole et j'ai trouvé que c'était un chapitre extrêmement bien fait, très touchant, c'est extrêmement original hein, parce qu'on fait rarement parler des bébés dans des romans et donc là c'est ce bébé de quelques mois qui prend la parole sur quelques pages et en fait ça donne le ton pour tout le reste du livre et c'est terriblement accrocheur du coup. Camille Froidevaux-Métairie, elle nous présente une véritable prouesse d'écriture puisque elle arrive à donner vie à des personnages et à taper très fort avec des sujets très impactants, très difficiles en quelques pages puisque vraiment vous avez 12 personnes qui prennent la parole donc c'est incroyable de donner vie à 12 personnes comme ça aussi bien. Comme je vous disais, hein, le sujet de base, on va dire, ça reste la féminité et la famille, mais vous avez plein de sujets qui sont abordés à travers ces portraits de 12 femmes, hein, du coup, qui prennent la parole. Vous avez des sujets donc, comme la PMA, bien sûr, vous avez des sujets comme la maladie, les maladies graves, notamment le cancer du sein, vous avez l'anorexie, vous avez la parentalité, vous avez des sujets comme l'adultère, qu'il y a énormément de sujets qui sont abordés. Tout ça en très peu de pages parce que vous le voyez c'est un roman qui est très court et c'est extrêmement bien fait. Pleine et douce, c'est un roman choral qui est très tendre, très émouvant et moi je vous recommande de le lire. Camille Froidevaux-Métairie donne vie à des personnages extrêmement intéressants, extrêmement charismatiques et c'est un très court roman mais extrêmement complet avec des sujets
ô combien nécessaires, qui sont vraiment dans l'air du temps. Le dernier roman que je voulais vous présenter, c'est un roman que j'ai acheté très récemment puisque c'est l'un de mes achats du printemps du livre de Montaigu. Et en fait ma pile à lire du printemps du livre de Montaigu, elle me fait vraiment de l'œil. J'ai très très envie de lire les livres et pour le coup je n'ai pas résisté, donc j'en ai pris un qui est assez court et je me suis dit que j'allais pouvoir le lire très rapidement entre deux lectures entre guillemets imposées. J'ai donc décidé de découvrir La Plume de Sophie Talmen et j'ai pris Des Matins Heureux qui vient de sortir en poche d'ailleurs, donc qui est édité chez Le Livre de Poche. Des Matins Heureux, c'est une histoire, une très jolie histoire qui se passe dans le quartier de Montparnasse, en plein cœur de Paris. On y découvre Marie, qui est une jeune gynécologue qui vient de terminer son internat à Brest et qui débarque à Paris pour se spécialiser dans la reconstruction après un cancer du sein. Elle débarque dans le quartier, on découvre également dans ce quartier-là Guillaume qui est barman, qui est complètement perdu, qui se sent très seul et du coup qui lutte pour faire toutes les fermetures du bar pour éviter de se retrouver seul chez lui. Et le troisième personnage que l'on rencontre, c'est Elsa. Elsa, c'est une jeune femme, très jeune, puisqu'elle a 19 ou 20 ans je crois, qui est sans domicile fixe et qui lutte jour après jour pour survivre dans le froid et pour survivre à la faim. Elle connaît des conditions de vie très très difficiles et ces trois personnages, bien évidemment, vont se croiser, puisque vous doutez bien que sinon il n'y aurait pas forcément d'histoire. Donc c'est le destin de ces trois personnages qui est mis en œuvre par Sophie Talmen et d'une façon vraiment très sympathique, très remarquable. C'est une jolie histoire, c'est une histoire qui aborde des thématiques encore une fois assez difficiles puisqu'on est sur des thématiques comme l'isolement social, la solitude, la pauvreté, mais en parallèle de ça, on est quand même sur un roman qui donne espoir, je trouve, puisqu'on a, un personnage, le personnage on va dire principal autour duquel tout se passe, on va dire que c'est Marie, qui est une jeune femme très pétillante, et en fait on se rend compte que Marie, elle donne sans compter, et cet élan d'entraide, cet élan de solidarité, ça donne espoir en fait, et c'est pour ça que ce roman n'est pas non plus tout triste, et voilà, c'est aussi parce qu'il y a ça vient contrebalancer en fait, si vous voulez, les thématiques difficiles. Il y a ce personnage très pétillant, ce côté entraide, ce côté solidaire qui fait que on souffle un peu, on respire et on se dit oui, ok, la vie elle est dure, mais quand même elle peut être belle à la fois. Donc c'est très bien fait, très bien abordé par l'autrice, puisque l'autrice, elle, ponctue son récit de petites touches d'humour qui apportent vraiment de la légèreté. Encore une fois, c'est le personnage de Marie, pour moi, qui apporte cette légèreté et cet humour. Les trois personnages sont très intéressants, on va pas se le cacher. J'ai trouvé que Marie, Guillaume et Elsa apportaient tous quelque chose au roman, mais c'est vrai que pour moi, le personnage central, le personnage important de l'histoire, ça reste vraiment Marie. C'est un très bon roman feel good, je le catégorise comme feel good parce que pour moi c'est un petit peu ça, mais encore une fois on est sur du feel good plus, c'est-à-dire vous avez quand même des thématiques fortes qui sont abordées, même si ça reste une belle histoire avec un beau happy end et voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir découvert La Plume de l'autrice, puisque je ne connaissais pas Sophie Talmen, et clairement ça m'a donné envie d'en savoir plus et de découvrir les autres romans de l'autrice. Et voilà ce que je pouvais vous dire pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!